Bonjour à tous et bienvenue dans le Lambda Lab. Alors dans les dernières vidéos, on a beaucoup parlé de la radioactivité dans les produits qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours, comme le café ou les bananes. Mais une question qui peut se poser, c'est pourquoi ces produits sont radioactifs? Car on l'a vu, un noyau radioactif est un noyau qui n'est pas stable dans le temps. Du coup, il semblerait logique qu'on ne puisse pas trouver de la radioactivité dans la nature, vu l'âge de notre planète ou même de l'univers. Bon, alors oui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, une partie de la radioactivité depuis les années 40 vient de l'activité humaine et ses essais avec l'atome. Néanmoins, la radioactivité dans la nature avait été observée bien avant les années 40. Du coup, quels sont les moyens pour avoir de la radioactivité dans le milieu naturel? Eh bien, il y en a deux. Et ces deux-là sont liés aux étoiles. La première se fait dans le cœur des étoiles. En effet, si on repart au tout début de l'univers, il n'y avait que des noyaux d'hydrogène et d'hélium. C'est seulement après que les premières étoiles se sont formées que d'autres types de noyaux sont apparus. En effet, en fusionnant entre eux, les noyaux deviennent plus lourds et remplissent la table des éléments jusqu'au fer. Du coup, le carbone, l'oxygène ou l'azote, des éléments très présents sur notre planète, viennent d'anciennes étoiles, ce qui veut dire que notre Soleil n'est pas une étoile de première génération. Le problème, c'est que quand on arrive au fer, la fusion entre deux noyaux de fer n'apporte plus d'énergie. Et donc, ce qui fait que la réaction ne peut plus être pérenne et l'étoile ne peut plus être pérenne. Et donc, ce qui fait aussi que tous les noyaux qui sont au-dessus du fer ne viennent pas d'un fonctionnement classique d'une étoile. Il faut alors avoir une supernova. Alors, il y a plusieurs types de supernova, etc. Mais ici, on va essayer de rester simple et on va décrire ici le fonctionnement d'une supernova simple, c'est-à-dire une étoile très massive qui meurt à cause du fait qu'il y ait trop de fer dans son cœur et qui va s'effondrer sur elle-même. En effet, quand une étoile est bien plus massive que notre Soleil a beaucoup de fer dans son cœur, la réaction de fusion ne permet plus de faire tenir l'équilibre de l'étoile. La masse attire les éléments qui la composent vers son centre par sa propre gravité et l'étoile commence à s'effondrer sur elle-même. À ce moment-là, le cœur est extrêmement chaud et dense, ce qui va mettre la matière dans un état de soupe, ce qui va faire que les atomes se recomposent en absorbant des neutrons ou des protons qui viennent du cœur de l'étoile. Et tous ces noyaux ne sont pas très stables. Et du coup, au fil du temps, ils vont décroître. Et là, vous vous dites, mais du coup, pourquoi on retrouve cette radioactivité sur Terre? Parce que bon, on ne voit pas une supernova tous les quarts d'heure quand même chez nous. Et bien, c'est normal. Il y a des noyaux radioactifs qui ont une période de demi-vie qui est extrêmement longue. Un exemple, l'uranium. L'uranium 235 a une période de demi-vie de 700 millions d'années et l'uranium 238 4000 milliards d'années. Donc ça fait quand même beaucoup de temps avant que tous les noyaux soient désintégrés. Mais néanmoins, ce procédé n'explique pas toute la radioactivité naturelle qu'on trouve sur Terre. Par exemple, le carbone 14 a une demi-vie de 5730 ans. Ce qui fait qu'avec cette demi-vie-là, on ne peut pas avoir des noyaux de carbone 14 qui viennent d'une supernova. Non, il faut que leur origine vienne d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est les radiations extérieures. En effet, les radiations ne sont pas seulement émises sur notre bonne vieille planète, mais elles peuvent venir de l'espace. Elles vont avoir deux origines principales. La première, c'est le Soleil, qui va émettre surtout des protons, et la deuxième est extrasolaire, c'est-à-dire venant de tous les autres événements en dehors de notre système solaire, comme les supernovas par exemple. Oui, elles sont encore là. Toutes ces radiations vont venir balayer notre planète et venir interagir avec notre atmosphère. Une trace de ces interactions d'ailleurs, ce sont les jolies aurores boréales, qui sont les particules chargées qui excitent les atomes de l'atmosphère et émettent des photons de lumière. Et pour la création des noyaux radioactifs, c'est presque pareil. La différence que les radiations ne vont pas exciter l'atome, mais plutôt interagir directement avec son noyau. Par exemple, pour le carbone 14, c'est un neutron qui interagit avec un noyau d'azote 14. Après avoir absorbé le neutron, un proton est émis et voilà, un noyau de carbone 14. Et ensuite, ces atomes vont se mêler au CO2 et vont être absorbés par les êtres vivants. Et vu qu'on considère que la production de carbone 14 est constante, on considère que le taux de carbone 14 dans un être vivant est quasi constant. Et du coup, quand l'être vivant meurt, il n'échange plus rien avec le reste de l'atmosphère, et du coup, son taux de carbone 14 décroît de plus en plus. Et c'est grâce à ça
qu'on peut faire une datation au carbone 14. Ça, je l'en avais déjà parlé sur mon épisode avec la datation du vin. Bon, du coup, là, pour l'instant, j'ai parlé de la radioactivité comme quelque chose qui n'est pas très dangereux. Et en effet, en général, la radioactivité naturelle n'est pas très dangereuse. Faut bien comprendre quand même que si on avait un truc qu'on pouvait retrouver partout et qui serait dangereux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Néanmoins, la radioactivité naturelle peut être dangereuse, mais c'est dans certains cas très précis. Et je vous en parlerai dans une future vidéo. Néanmoins, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et que vous comprenez maintenant d'où vient la radioactivité naturelle. Néanmoins, c'est à moi maintenant de vous poser une autre question parce que je commence un peu à bloquer. Je voudrais savoir ce que vous voulez avoir dans les prochains épisodes. Est-ce que vous avez des thématiques que vous voulez que j'approche, que ce soit en physique nucléaire, donc ça peut être les centrales nucléaires, les déchets nucléaires, des notions un peu plus précises sur la radioprotection, l'utilisation de la physique nucléaire dans la médecine, parce qu'il y a beaucoup d'applications, ou est-ce que vous voulez peut-être des choses qui soient plus tournées vers la science, vers quelque chose de plus technique, apprendre un peu plus sur ce qui se passe derrière toutes ces réactions dont j'ai décrit. Donc n'hésitez pas à répondre sous cette vidéo et j'attends vos commentaires avec grande impatience. Néanmoins, c'était le Lambda Lab et je vous dis à la vidéo prochaine.